Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. La présidence française du Conseil de l'Union européenne touche à sa fin. Elle s'est déroulée dans un contexte particulier avec des élections présidentielles et législatives en France, mais surtout avec l'irruption d'un nouveau conflit de rare intensité en Europe orientale. Alors cette guerre, elle impose de nouvelles réalités géopolitiques à l'Europe. Elle affecte l'ensemble du continent, y compris bien sûr les Balkans occidentaux, et elle nous met au défi de repenser la construction européenne, de repenser l'élargissement pour les sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle elles étaient bloquées. D'où l'importance du sommet du Conseil européen et de la réunion de haut niveau qui se sont tenues la semaine dernière, le 23-24 juin dernier. Alors pour discuter de ces enjeux et des enjeux de ces réunions et puis des perspectives d'avenir, je reçois aujourd'hui Pierre Mirel. Pierre Mirel, vous êtes directeur honoraire de la Commission européenne. Vous enseignez à Sciences Po, mais surtout, vous suivez ces développements de très près et puis depuis plusieurs années. Alors, je suis Florent Marciac, directeur de l'Observatoire des Balkans de la Fondation Jean Jaurès. Monsieur Mirel, bonjour. Bonjour. Alors, il y a dans le contexte actuel un enjeu stratégique tant pour les pays de la région que pour l'Union européenne, c'est l'arrimage des Balkans à l'Union européenne, des Balkans occidentaux. Les réunions qui se sont tenues la semaine dernière devaient signaler cet arrimage. Quelles conclusions tirez-vous de leur tenue ? Je trouve que les conclusions sont en fait un échec pour l'Union européenne et pour les Balkans. Échec au sens où, d'une part, le Conseil européen n'a pas réussi pour la énième fois à débloquer la situation entre la Bulgarie d'un côté et la Macédoine du Nord de l'autre. On annonce une certaine évolution ces jours-ci, cela reste à voir, parce que le président de la Bulgarie est totalement opposé à lever ce veto. Donc, de ce côté-là, échec, aucun progrès. Et aucun progrès également pour les autres pays, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, qui n'est même pas mentionné dans les conclusions, sauf pour rappeler la nécessité de trouver une solution entre la Serbie et le Kosovo, mais en tant que tel, il n'est pas rappelé. Et donc, échec de ce point de vue aussi, notamment par rapport à la décision d'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, qui, elle, est très surprenante. Elle peut se comprendre, mais elle est surprenante. Alors, elle est surprenante à plus d'un titre. Surprenante parce que on le sait bien, quand on s'intéresse à l'élargissement, c'est traditionnellement un sujet très clivant entre les États membres. Or, cette fois-ci, il y a unanimité totale, aucune discussion. Surprenante également parce que c'est un pays en guerre, occupé, avec la guerre qui continue. Et surprenante aussi parce que l'Ukraine est bien loin de remplir les conditions que l'on a demandé à d'autres, Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, pour leur conférer ce même statut de pays candidat. Donc, en fait, par rapport aux pays des Balkans, c'est une décision injuste pour eux, les Balkans, certainement. Mais je crois qu'il faut simplement dire que c'est une décision éminemment politique, symbolique. Elle est finalement autant contre Vladimir Poutine qu'en faveur des Ukrainiens. Et moi, je trouve qu'elle est tellement symbolique que finalement, elle est sans conséquence sur la suite du processus. Ce que je veux dire, c'est que aucune des questions que pose ou que posera un jour l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, aucune de ces questions n'a été posée, ni dans l'avis de la Commission, ni dans les discussions au Conseil européen. Or, ces questions se reposeront, inévitablement. Intégration d'un grand pays, problèmes économiques, reconstruction, frontières, souveraineté partielle, puisque la Russie occupe une partie. Bref, il faudra une véritable étude d'impact, comme la Commission l'avait réalisé, notamment avec la Turquie. Moi, j'ai un petit peu peur que l'on ait créé des attentes, des illusions chez les Ukrainiens, et que demain, ils se réveillent frustrés, comme les Balkans le sont aujourd'hui. Voilà. On est sacrifié un petit peu à l'urgence sans se consacrer davantage à la préparation stratégique, aux conséquences stratégiques que cette candidature impliquerait. Alors, vous l'avez mentionné,
un échec à plus d'un titre. Et on se trouve un petit peu conforté dans une logique un peu, on pourrait dire défaitiste presque de l'Union européenne qui enchaîne les échecs. Elle enchaîne les échecs et donc cette crédibilité de l'Union qui s'est érodée, qui continue de s'éroder, on a le sentiment qu'on se trouve un petit peu piégé dans un cercle vicieux où l'Union européenne peine à délivrer un petit peu, à remplir ses promesses. On le voit avec la Macédoine du Nord, comme vous l'avez mentionné. Et du coup, les pays de la région qui traînent un petit peu les pieds aussi en matière de réforme, puisqu'ils ne croient pas vraiment en l'élargissement, et ce qui justifie à son tour le manque d'appétit de l'Union européenne pour l'élargissement. Comment pourrait-on sortir de ce cercle vicieux? On va parler après de l'Ukraine et des autres pays en Europe orientale, mais comment pourrait-on sortir de ce cercle vicieux et relancer la machine pour les pays des Balkans occidentaux? Bon, certaines idées ont été avancées par un certain nombre d'entre nous que l'on indique, que l'on nomme avec une sorte d'expression raccourcie, une adhésion par étapes. Moi, je pense qu'il faut se consacrer justement à quelque chose de très concret, être pragmatique. Pourquoi? Parce que négocier pendant 10, 15 ans sans voir l'issue de cette négociation, et en espérant, au bout de 10, 15 ans, d'avoir les bénéfices des fonds structurels, etc., c'est extrêmement déprimant, notamment lorsque, comme vous venez de le rappeler, côté de l'Union européenne, l'appétit pour de nouvelles adhésions n'est pas très grand. Donc je pense qu'il faut s'engager dans en fait, reprendre la nouvelle méthodologie qui a été adoptée sous influence française, mais la prolonger, la porter au-delà, de deux façons. D'une part, en intégrant les pays par étapes, et je pense que le mieux serait de le faire à partir du marché intérieur. Pourquoi? Parce que les investissements sont beaucoup trop faibles, la création d'emplois est limitée, et d'où notamment une grande émigration de ces pays qui se vident de leur population. Si on a une intégration progressive de ces pays au marché intérieur, alors qu'en parallèle eux-mêmes sont engagés dans la création d'un marché commun régional, les deux éléments ensemble devraient, on peut l'espérer, booster en tout cas les investissements. Alors comment le réaliser? Par, on peut dire une carotte en quelque sorte, un incitatif beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, en augmentant considérablement les fonds pré-adhésion. En fait, en inversant les choses, plutôt que de recevoir d'énormes financements après l'adhésion, il me paraîtrait plus logique, même d'un point de vue économique et financier, d'apporter, de fournir ces fonds pendant la préadhésion, de façon progressive, au fur et à mesure où les réformes sont engagées. Plus vous faites de réformes, plus vous obtenez. Et de la même façon, je pense qu'on réduirait aussi l'appétit qu'il peut y avoir pour des prêts auprès de la Chine ou d'autres pays pour notamment des infrastructures. On redonnerait sans doute un espoir aux citoyens. Alors effectivement, cette réflexion, cette proposition, donc vous avez également portée avec d'autres think tanks, donc semble avoir un certain vent en poupe puisque le Conseil, le réunion de commerce dans ses conclusions a reconnu l'intérêt d'une intégration graduelle dans certains niveaux. Maintenant, si on regarde un petit peu à l'Est, vous l'avez mentionné, on a une géographie d'élargissement qui a l'air de changer. Alors, effectivement, est-ce que est-ce que les conséquences seront derrière, mais avec le dépôt des candidatures, avec de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, des projets, des idées circulent. Donc, on a eu celle d'Enrico Letta le mois dernier qui a appelé à former une confédération européenne, donc un projet qui a été imaginé sous une autre forme par François Mitterrand en 89-91. Monsieur Macron a repris cet appel, il propose la constitution d'une communauté politique européenne. Alors, les contours de ces initiatives sont encore flous, mais il s'agirait de créer un cadre multilatéral pan-européen pour le renforcement du dialogue politique. Monsieur Mirel, que pensez-vous de ces propositions et surtout comment articuler les aspirations des pays d'Europe orientale avec celles des pays des Balkans? Bon, je pense que ce sont deux choses différentes. Et je crois que tant le président Macron que certaines déclarations au moment du Conseil européen ont bien indiqué que l'idée d'une communauté
politique européenne ne remplaçait en aucune façon ni la politique d'élargissement, ni les outils existants de l'Union. Aujourd'hui, sur cette partie du continent ouest, centre-européen, finalement, on a 4 groupes de pays. 4 groupes de pays qui, plus ou moins, partagent la même notion de démocratie, de valeurs, etc. Les 27 de l'Union, les Balkans, les 3 du partenariat oriental qui viennent de recevoir la perspective européenne pour 3 d'entre eux, et statut de candidat pour 2. Et puis, dernier petit groupe, en lui-même, la Suisse et la Norvège. Donc, un ensemble de pays qui finalement ne se rencontrent pas, sinon au Conseil de l'Europe, mais c'est autre chose. Et il me semble qu'une rencontre ou 2 rencontres par an, par exemple au lendemain des Conseils européens de juin et de décembre, permettrait tout à la fois d'informer, de débriefer en quelque sorte ces différents partenaires par les 27 des conclusions, des décisions prises et indication disons, des perspectives de développement dans certains domaines, nouvelles directives ou autres, que le Conseil européen, tous les 6 mois, demande à la Commission de préparer ou de réfléchir. Ce serait d'une part cette fonction-là, mais aussi coordination dans des domaines où on voit bien que tous ces pays, ensemble, ont un intérêt. Le Covid l'a montré dans le domaine de la santé. Les infrastructures, énergie, transport. On voit les nouvelles interconnexions des réseaux d'électricité, notamment avec l'Ukraine. Et donc, cette fonction de coordination et aussi de donner un sentiment d'appartenance, de solidarité à un ensemble qui partage les mêmes vues, les mêmes valeurs, les mêmes sentiments sur l'évolution démocratique. Je pense que ce serait utile, mais ça ne remplace pas, à mon sens, et ça ne doit pas remplacer la politique d'élargissement ni les outils qui sont utilisés aujourd'hui. Merci, Monsieur Murel, pour tous ces éclairages. Merci pour partager aussi vos analyses et vos perspectives sur ces questions d'extrême d'actualité. Merci encore. Au revoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.